Ravi de vous retrouver dans Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous revenons sur le Forum des femmes francophones qui s'est tenu à Paris il y a seulement quelques jours déjà. On va dire, j'avais envie de dire sous le patronage, mais comme c'est une dame, je serais fort tentée de dire sous le matronage. Mais est-ce que c'est un néologisme qui a sa place? Je ne sais pas. De Madame Benguigui, Yasmina Benguigui, qui est quand même chargée de la francophonie. C'est bien cela. Merci à vous d'être venus sur le plateau, chers invités, que je vous demande de recevoir avec moi. À ma droite, Candide Okeke. Bonjour Candide. Bonjour. Vous étiez présente à ce forum. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, d'aborder les sujets qui ont été proposés et ceux qui n'ont pas été proposés, parce que c'est aussi cela l'intérêt de revenir sur ce sujet. Vous êtes, Candide, directrice de cabinet du président de Apareco. Alors, je vous laisse le soin de nous dire ce que c'est Apareco. Apareco, c'est l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Vous êtes installée à Paris? Oui. Merci pour votre présence sur le plateau. Vous n'êtes pas venu seul. À vos côtés, Yuyu Muntu Mossi. Bonjour. Bonjour. Militante des droits de l'homme, des droits des femmes. Tout à fait, militante des droits de l'homme. Et puis surtout, je milite surtout pour qu'on reconnaisse qu'il y a un génocide en République démocratique du Congo. C'est surtout pour ça qu'on milite. Qui voulez-vous qui reconnaisse cela? Si moi je vous dis je le reconnais, cela vous satisfait-il ou pas? Que la communauté internationale reconnaisse qu'il y a un génocide, tout comme on a reconnu le génocide arménien. Donc voilà. Très bien. Quand je serai grande et à la communauté internationale, je peserai de tout mon petit poids. Avec nous sur le plateau, Monsieur Nabi Moussa Touré, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Vous êtes ingénieur agronome, pas à Grenoble, mais ingénieur agronome, et vous venez de publier cet ouvrage aux éditions L'Harmattan qui s'intitule « Destin guinéen, mémoire d'un rescapé du goulag de Sékou Touré ». Tout un programme tout de même. Merci pour votre présence. Je voudrais vous laisser le soin, avant que de rentrer dans la discussion sur le Forum des femmes francophones, de nous faire un résumé succinct de cet ouvrage. Merci Milady, et je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir permis de m'exprimer devant mes frères et sœurs et pour témoigner de l'innocence de nos compagnons qui sont morts au Camboiro, de tristes renommées, et que je puisse proclamer à la face du monde que toutes ces personnes victimes de Sékou Touré ont été immolées dans des charniers qui n'ont tout à fait pas encore été identifiés, et que cela doit faire interpeller les personnes de chez nous et d'ailleurs. Donc ce livre relate la vie au Camboiro de ces personnalités et de ces personnes anonymes, et nous entendons ne pas crier vengeance, mais demander justice pour que la Guinée des occasions perdues qu'on continue à vivre puisse cesser d'être un pays qui n'arrive pas à se développer depuis 55 ans. Merci pour cet ouvrage. Je le rappelle donc aux éditions L'Harmattan au prix, la modique somme de 27 €, pour savoir ce qu'il y a dedans. Je vous remercie en outre, Monsieur Touré, d'avoir accepté de participer à cette discussion avec ces dames. Nous allons parler du Forum des femmes francophones. Très certainement, vous allez pouvoir nourrir cette discussion à la lumière pas seulement de ce que vous avez écrit, de ce que vous savez de l'Afrique ou de ce que vous n'en savez pas, car, mesdames, monsieur parlait de charnier. D'un charnier à un autre, il y a aussi ce charnier, en quelque sorte, en République démocratique du Congo. Il y a le viol des femmes à l'est du Congo. Vous nous dites, comme nous disent souvent au téléphone, et ceux des téléspectateurs, ceux des invités que nous avons, qu'on n'en parle jamais. S'il y a un endroit où on en parle toujours, en tout cas, c'est bien sur ce plateau. Merci donc de revenir sur cela, mais plus que cela, aller au-delà de vos réflexions pour peut-être nous acheminer tous autant que nous sommes vers des pistes de solutions, puisque pouvoir en sortir, c'est quand même nécessaire. Je disais donc que Mme Yamina Benguigui, ministre déléguée de la francophonie, ministre déléguée auprès du ministre, je vais arriver à le dire, du ministre des Affaires étrangères, chargée de la francophonie, c'est là que je respire, a donc initié ce forum des femmes francophones. Vous étiez présente. Vraiment, femmes francophones, ce forum-là, ou plutôt finalement axé sur la situation à l'est du Congo? Bon, écoutez, je pense que quand on voit surtout la déclaration qui ressort de la fin des débats qu'il y a eu dans la journée, on ne peut pas dire que ce n'était axé que sur la RDC. C'est vrai que, vu la situation à l'est de mon pays, il y a eu beaucoup de questions des participantes
par rapport à ce qui se passait là-bas. Ouais. Ce qui fait qu'il y avait 3 tables rondes dans la journée. Il y avait une première table ronde qui portait sur les violences. Il y en a une dans l'après-midi, une qui portait sur l'éducation, toujours par rapport aux femmes, et puis une autre sur le rôle des femmes dans le développement économique. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu des personnes qui continuent à poser des questions qui, fatalement, retombaient sur la situation de la RDC. Mais on ne peut pas dire qu'on a parlé que de ça, puisque les intervenants, notamment celles qui étaient là l'après-midi, ont quand même évoqué des situations dans le Maghreb ou dans d'autres espaces, d'autres pays francophones en dehors soit de l'Afrique ou non, je pense que c'était général, mais bon, c'est vrai que l'attention était portée particulièrement sur la RDC, c'est vrai. Alors, parmi les sujets qui ont été abordés, lequel a retenu votre attention en dehors de celui que vous connaissez très bien? Les femmes qui étaient présentes, venues de pays différents, ont évoqué un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Personnellement, j'ai trouvé ça assez passionnant, en fait. J'ai regretté que ça ne se soit passé que sur une journée, parce que c'est vrai que j'aurais aimé peut-être développer plus avec d'autres femmes que j'ai pu entendre là, notamment sur ce qui m'a touché plus, c'est vrai, c'était la situation des femmes dans le Maghreb. Ouais. C'est-à-dire celles qui espéraient voir le printemps arabe amener certaines avancées et qui se rendent compte que finalement, elles sont, si pas autant en danger qu'avant, mais plus parce que, bon, il y a la montée des intégrismes et tout ce que ça apporte aussi, quoi. Donc, voilà. Très bien. Alors, vous n'étiez pas, vous, Yuyu Muntumossi, présente à ce forum-là. Cependant, militante de votre État, vous avez peut-être une vue panoramique de ces situations-là. Vous pensiez tout à l'heure, vous nous disiez, vous voulez qu'il y ait une reconnaissance de la communauté internationale du génocide à l'est du Congo. Alors, souvent, on pourrait se poser la question, on entend dire des fois reconnaissance de la communauté nationale, la communauté internationale. D'aucuns se posent la question, une fois qu'on a reconnu cela, est-ce que ça change véritablement la situation pour les femmes qui, dans leur chair, sont victimes quand même de toutes ces choses qui se passent? Elles sont bien loin de ces réalités internationales, finalement. Je pense que, bien sûr, que ça change quelque chose. Déjà, le fait de reconnaître officiellement, parce qu'officieusement, on sait qu'il y a un génocide en République démocratique du Congo. On parle de massacre, on parle d'exaction, on utilise pas mal de mots, de termes, mais on ne met pas vraiment le doigt là où ça blesse. C'est-à-dire qu'il faut le dire, c'est des millions de personnes, c'est pas des simples, c'est pas une guerre ethnique ou tribale, etc. Non, c'est un massacre qui est organisé, qui est bien, paramétré, qui est bien réfléchi. Donc c'est vraiment l'extinction de tout un peuple qui est en train de se faire. Et si nous militons aujourd'hui pour que le génocide soit reconnu en République démocratique du Congo, tout comme je disais tout à l'heure, d'autres génocides, on a vu la Shoah qui est toujours d'actualité aujourd'hui, on a vu le génocide arménien qui a été reconnu, c'est parce que tout simplement quand on met le doigt sur la souffrance d'un peuple, on dit à ce peuple que voilà, nous savons que vous souffrez, nous savons pourquoi vous souffrez et surtout nous sommes là pour apporter aussi des solutions. C'est la question que j'allais vous poser parce que la reconnaissance finalement suffit-elle quand encore une fois malheureusement la réalité reste la même ou que des solutions ne sont pas apportées à celles des populations qui quand même ont survécu? Mais justement, la reconnaissance fait qu'on met, comme je disais, le doigt dans l'engrenage et on pointe du doigt surtout les coupables. On dit que nous savons que c'est telles personnes qui sont en train de faire ce massacre, ce génocide en République démocratique du Congo. Et une fois qu'on a reconnu cette situation, on est prêt justement à apporter des solutions. Pourquoi est-ce que ça se fait? Qui le fait? Et comment les stopper? Comment stopper le génocide? Alors, Monsieur Touré, vous entendez ces femmes engagées pour ces diverses causes. Quelle connaissance ou méconnaissance aviez-vous de la situation, par exemple, des femmes, pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans l'Afrique tout entière? Quelle est la situation des femmes en Guinée-Conakry, qui est votre pays d'origine? Merci, M. Lady. Je rebondis sur ce que Yuyu vient de dire, je me permets de dire Yuyu, puisque je considère que nous sommes tous des frères et sœurs. Et j'ai travaillé pendant plus de 40 ans au ministère de l'Agriculture et c'était pour moi l'occasion de voir les femmes de Guinée évoluer, s'échiner, je dois dire même, dans le développement de ce pays. Et j'ai pris personnellement l'engagement d'aider avec mes maigres moyens intellectuels et professionnels ces femmes dans leur développement dans le pays, parce que je suis convaincu que sans la femme, l'Afrique ne s'en sortirait pas et encore moins le monde entier.
Et comme je l'ai vu dans ma petite expérience, même au Bangladesh, où j'ai été faire un stage pour les Grameen Bank, les banques rurales, la banque des pauvres, et qui m'a beaucoup inspiré pour ce qui concerne le crédit rural en Guinée. Et je me suis dit, après mes années d'administration dans le système de chez moi, je me suis promis de me consacrer corps et âme, je dois le dire ainsi, à la cause des femmes parce que c'est la cause de l'Afrique. Et l'âme de l'Afrique part des femmes et se développera à travers les femmes. Et c'est pourquoi je me suis dit que chez moi, il faudrait que les femmes arrivent à obtenir leur autonomie économique, leur indépendance économique, et que par ce seul biais, puisque ce sont elles qui pourvoient à la survie du pays, qu'elles puissent en ce moment-là dire non aux gouvernants, non à ceci, par une prise de conscience qu'on va aider également, soutenir par l'entrepreneuriat en aidant les uns et les autres à prendre des initiatives. Alors, quand les femmes disent non, on a l'impression que le monde fonctionne à l'envers. Est-ce que, toute société confondue, on entend que les femmes disent non? On entend plutôt qu'elles ne disent rien, et comme on dit, qui ne dit mot consent, qu'elles soient d'accord avec toutes les dynamiques des femmes s'engagent là. Ce que nous dit monsieur, il parle d'indépendance financière, d'autonomie, de moyens économiques. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, en regardant l'Afrique tout entière, que les femmes ont véritablement les moyens de leur politique? Écoutez, je pense que la femme africaine a surtout besoin aussi que... on peut prendre l'exemple de l'Occident, quelque part. Dans tout ce qui se passe chez nous, il faut que la femme s'implique. On doit arrêter... ce que je constate, je pense, d'une manière générale, et pas que pour la femme africaine, c'est que les Africains, on a trop tendance à se mettre sous la tutelle de quelqu'un. Ça commence par la maison. Dans la propre maison, on est sous la tutelle soit du père, etc. On n'a pas trop notre mot à dire. Moi, je peux prendre mon propre exemple. Je veux dire, se battre pour se battre pour son pays, j'ai commencé par me battre déjà pour mes propres frères et sœurs dans la maison. Quand je regarde nos mamans, etc. C'est une lutte permanente. En fait, il y a un problème de vigilance. Non seulement être vigilant sur ce qu'on est en train de faire, ceux qui sont en train de parler en notre nom. Ça peut être le pasteur, ça peut être le mari, ça peut être... Il faut qu'on arrive à un moment donné à dire non. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a la peur, il y a le poids de la société, mais il ne peut pas y avoir de changement si les femmes ne se lèvent pas elles-mêmes. Moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement choquée en RDC, et c'est de voir que les femmes sont violées. Ce qu'on a vu, j'ai fait partie des premières personnes qui ont organisé des marches ici en France, en 2005, contre ce qui se passait, par rapport à ce qui se passait chez nous. J'ai été étonnée de voir que les femmes ne s'impliquaient pas plus, alors que je pensais qu'en tant que mère, de voir nos enfants mourir, en tant que femme, de voir ce qu'on faisait aux femmes, on devrait être les premières à être au front. Au filet. Et écoutez, j'étais pratiquement une des seules femmes. Et voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire, la femme, elle doit commencer à se prendre en charge elle-même et à vaincre la peur dans laquelle la société a tendance à l'enfermer. Alors, avant de revenir à cette non-implication des femmes en général, nous allons prendre peut-être Madame à Londres, mais avant cela, je voudrais que vous reveniez sur, Madame disait, cette mise sous tutelle. Alors, mise sous tutelle, c'est bien de dénoncer le mari, le pasteur, le grand frère, le père et tout ce qu'il y a autour, mais il y a une autre mise sous tutelle, c'est celle de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Est-ce que de cette manière-là, j'en reviens à ce que vous disiez, la reconnaissance par la communauté internationale, par exemple, d'un génocide que tout le monde voit, mais que personne ne veut considérer comme tel, est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas un glissement de cette volonté de mise sous tutelle. Il faut que ce soit reconnu en haut lieu, le haut lieu étant considéré comme venant de l'Occident, par exemple. Moi, je ne vois pas ça comme une mise sous tutelle. Il ne faut pas aller dans le sens de mendier quelque chose, de quémander quelque chose. On va dans le sens de revendiquer quelque chose et d'affirmer, de prendre conscience que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous souffrons et que nous voulons que cette souffrance-là, d'autres personnes la voient. Ça ne veut pas dire qu'on attend que ces personnes-là nous trouvent des solutions. Peut-être que nous-mêmes, nous avons des solutions à apporter, mais avant que nous apportions ces solutions, il faut peut-être qu'on nous regarde et qu'on nous écoute. Nous allons écouter Madame qui est à Londres. Bonjour. Bonjour Lady. Bonjour. Je dis bonjour à vos invités.
Avant de répondre au sujet d'aujourd'hui, je veux juste vous dire une petite chose. Je viens du Cameroun où je viens d'enterrer ma grand-mère. Et quand je traverse la barrière avec les polices, je ne vois aucune femme. Et je dis comme ça aux policiers que pourquoi il n'y a pas une femme pour surveiller les femmes ici? Vous me dites, vous me démontrez donc que ceci est un pays où ce n'est que les hommes qui commandent. Bref. Alors, quand on parle de ce qui se passe au Congo, ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce que c'est pas facile de demander à la communauté internationale de seulement reconnaître un génocide, parce que on dirait que vous leur donnez la tâche facile de seulement reconnaître que c'est un génocide. Au Congo, il se passe plus qu'un génocide. Au Congo, il se passe, c'est-à-dire qu'il y a des noms à chaque chose. Il y a des massacres, il y a des viols, il y a des violences qui n'ont même plus de mots. Il y a des choses, parce que je ne sais pas, la dame elle parle de génocide, j'ai l'impression que c'est facile. C'est très facile d'accorder à ce qui se passe au Congo comme petit nom de génocide. C'est plus que ça. Et quand on va plus loin, on va remarquer que la politique, c'est une histoire de pouvoir. Et nous, Africains, nous qui habitons en Afrique, où les victimes qui sont en train de souffrir de ces choses-là, ces victimes sont déjà dans une position faible. Alors, ceux qui regardent et ceux qui militent, comme la dame par exemple, disons que, ok, nous allons faire reconnaître ceci, nous allons faire reconnaître cela. Il faut qu'on fasse le lobbying avec nos États. Il faut qu'on fasse le lobbying d'abord avec nos États, qu'on leur dise que comment vous dormez la nuit. Et je vais dire à l'autre dame à côté de la dame qui a parlé du génocide, les femmes ne peuvent pas se lever parce que ce n'est pas dans leur assiette. On ne se lève que lorsque la chose est chez soi. On ne se lève que lorsque la chose nous concerne. Quand ça ne nous concerne pas, on ne se lève pas. Quand on n'a pas un membre de notre famille qui a été violé, ça ne nous concerne pas. Quand on n'a pas un membre de notre famille qui ne mange pas, ça ne nous concerne pas. Tant qu'on mange, tant qu'on vit bien, ça va mieux pour nous. On ne peut que se lever lorsque c'est dans ton assiette, lorsque c'est dans ta maison. C'est à ce moment que tu réagis. Merci. Merci à vous. Vous avez une bien petite voix au téléphone, mais j'ai compris ce que vous avez dit. Vous venez d'une période particulièrement difficile. Bon courage pour le décès de votre grand-mère. Et envoyez-nous un message à notre adresse ladyvousécoute@telesud.com. Il est un de vos compatriotes, je pense, qui voudrait rentrer en contact avec vous. Vous déciderez donc si vous voulez vous le recontacter ou pas. Je voudrais, Monsieur Touré, quand même que vous réagissiez à tout ce qui a été dit. Il faut que les femmes puissent dire non. C'est vous qui l'avez dit d'ailleurs. Mais Madame au téléphone et Mesdames aussi dénoncer le fait que les femmes ne soient pas mobilisées. Véritablement, quand on connaît le quotidien des femmes, que ce soit sur le continent ou à l'extérieur, vous étiez au Bangladesh par exemple, est-ce que la réalité des femmes, le quotidien des femmes, finalement, leur permet de se lever, de se mobiliser? Est-ce que ça n'est pas du luxe quelque part que de s'impliquer pour des causes aussi importantes qu'elles soient, ces causes-là? Oui, mais il faut quand même commencer par un bout. Il ne faut pas toujours s'attendre à ce qu'elles réagissent. Pour ma part, je suis ingénieur agronome. Je me suis dit qu'à travers le développement économique, elles pourront avoir le problème allégé parce que nous allons développer des systèmes de transformation, de conditionnement des produits qui faciliteront leurs tâches. Et nous utilisons les énergies renouvelables pour pouvoir avoir des pompes solaires qui pourraient donner de l'eau. Tout cela allégerait la tâche de ces femmes et nous organiserons ce que nous appelons une forme d'alphabétisation fonctionnelle et elles apprendront à la vie citoyenne et comme le ventre vide n'entend pas, n'a point d'oreille, oui. Donc elles auront mangé un peu, elles auront donné à manger à leur progéniture et à leur bourdon de mari, je m'excuse de le dire. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis et je l'assume. Et pour cela, faire en quelque sorte une sorte de révolution paysanne à travers le réveil de ces femmes qui pourront à ce moment-là dire réellement non, avec un non qui a du poids. Alors, est-ce que les solutions de monsieur vous semblent probables, viables, ou est-ce que vous vous dites non, on a trop la tête dans le guidon, on n'en est même pas encore à cela, il nous faut cette reconnaissance donc à l'échelle internationale comme génocide ou d'autres préoccupations? Quelles sont les réalités des femmes sur place aujourd'hui dans un environnement où il y a tout ce que vous décrivez?
Je voulais réagir justement à ce que l'auditrice, enfin la spectatrice a dit. Elle a raison de dire que le problème de la RDC va au-delà du génocide. Parce que le génocide est une manifestation d'un autre problème, puisque le problème réel en RDC, et c'est justement ça, la raison pour laquelle on essaie encore d'en parler, bien que, comme vous me disiez, peut-être les gens ont déjà entendu, oui, il y a des viols et tout. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de balkanisation et d'occupation du territoire. Donc le problème, le génocide, c'est pour vider la terre des autochtones. Vous allez devoir changer d'objectif. Ce n'est donc pas la reconnaissance comme génocide qu'il faut seulement. Non, et même, justement, au niveau des solutions, personnellement, je ne parle pas simplement d'une reconnaissance. Nous informons tout le monde. Parce que les personnes qui sont en train de prendre des décisions au niveau international, souvent, par rapport à la RDC, etc., sont des personnes qui sont mandatées. Il faut que les personnes qui leur donnent le mandat soient au courant, savoir, voilà ce qu'ils sont en train de faire en votre nom. C'est pour ça que nous sommes souvent ici, là, comme ça. Évidemment, on essaie de faire passer des mémos, etc., mais on veut informer n'importe quel être humain aujourd'hui sur cette terre. Regardez ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Alors, justement, à ce niveau-là, que peut faire, à votre avis, chaque personne, pour l'avoir déjà entendu ou pas du tout, que peut faire chacun de là où il est? Il y a des pays qui ont plus de poids que d'autres sur la scène internationale, évidemment. C'est ceux qui sont dans ces pays-là peuvent interpeller leurs représentants, etc. À quel pays pensez-vous? Le premier pays auquel je pense, c'est vrai que c'est les États-Unis. Parce que le problème de la RDC, le levier se trouve plus aux États-Unis, puisque ce problème-là a commencé avec l'administration Clinton, Bill Clinton. Et donc, ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, ce que nous faisons, effectivement, nous informons. Parce que ceux qui sont en train de faire ce qu'ils font en RDC aujourd'hui, s'ils sont capables, pour les richesses, pour les matières premières, de massacrer comme ça, d'enterrer des femmes vivantes, de laisser faire tout ce qu'on voit là-bas, s'ils sont capables de faire ça en RDC, ne croyez pas que parce qu'on est en train de s'en prendre aux voisins, que demain, ils ne viendront pas pour X raisons. Voilà. C'est pour ça que ce que je voulais dire par rapport à ce que la dame disait, il faut une rupture justement dans notre façon d'être. On ne va pas se lever pour quelqu'un juste parce que c'est un membre de notre famille. On se lève pour dénoncer quelque chose par principe. Parce que ce qu'on fait à quelqu'un est mal, tout simplement. Si vous êtes d'accord, Candide, nous allons prendre Madame en Belgique avant de revenir à cela. Bonjour. Oui, bonjour Madame. Nous vous écoutons. Oui, c'est Jacqueline depuis la Belgique. Bonjour Jacqueline. J'ai pris l'émission en cours, excusez-moi. Moi, je voulais savoir une chose. Le cabinet Aparico dirigé par la dame s'occupe de quoi, s'il vous plaît? Vous avez donc pris l'émission en retard. Et vous aviez une autre question, madame? Parce que j'ai une petite question à lui poser. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Effectivement, elle dit on a une mission de dénonciation. Oui, on dénonce. Et c'est très beau de dénoncer toutes ces actions. Mais quel est le travail qui se fait au fond? Parce qu'en fait, ça me paraît être un travail communautaire. Qui dit un travail communautaire dit nous sommes à la diaspora. C'est bien beau, nous pouvons dénoncer. Mais tant qu'on n'implique pas des concernés, des victimes de ce sujet-là, on ne fera rien. Leur implication consiste en quoi? Je m'explique. Tout simplement, à leur expliquer. Parce que chez nous, dans notre continent, on a toujours l'impression que l'État a raison. On a peur d'aborder certains sujets. Qu'est-ce qu'on fait? On explique aux concernés leur souffrance, leurs problèmes. On leur explique pour pouvoir les impliquer. Parce que tant qu'on ne leur explique pas ce qu'elles sont en train d'endurer, et on dénonce, c'est bien beau. Il va falloir, dans le cadre de la mésosociologie, de confronter également l'État, mais en impliquant beaucoup plus celles qui sont victimes de ces viols et de ces problèmes. On peut essayer d'étendre notre action sur tout le monde entier, mais tant que ceux et celles qui souffrent de ce mal, de ce fléau, ne sont pas impliqués, nos actions ne pourront pas prospérer. Pour la simple raison que ce n'est pas nous, pour conforter ce que la dame de l'Angleterre disait, ce n'est pas tout le monde qui va se lever parce que ça ne nous concerne pas, ça ne nous concerne pas. Toutefois, si on essaye d'étendre l'action sur le terrain même, qu'est-ce qu'on fait? On descend sur le terrain, on met des pierres étendards sur le terrain, qui prennent le temps d'expliquer, parce qu'il y a un problème de sensibilisation, qu'on les sensibilise davantage. Merci madame pour votre intervention. Alors, je voudrais retenir dans ce que nous dit madame en tout cas, qu'en effet, il est utile, certes, alors c'est une démarche à deux niveaux, certes au niveau de la communication à l'échelle internationale, mais il y a une réalité de terrain, cela rejoint un peu ma question tout à l'heure, que je réitère, les personnes sur place, quels sont leurs besoins, comment sont-elles accompagnées, parce que il est bien plus, je vais dire, facile, entre
entre guillemets, de donner du pain à quelqu'un qui a faim sur place que d'obtenir d'une communauté internationale quoi que ce soit, le temps que ça prendra. Vous avez évoqué la Shoah, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus, cette reconnaissance-là. Pendant ce temps, c'est une âme qui se meurt, qui a de véritables besoins, qui a des réalités de maman, de bonne femme. Et ma question, pour rejoindre ce que disait madame au téléphone, comment faites-vous pour accompagner les personnes? Et sa question à elle était, quelle est la mission précise de votre structure? Alors, justement, je veux dire, le Congo est malade. Hein, ouais. On voit des manifestations, voilà. Mais le Congo est malade. Mais quand on veut traiter un malade, on fait un diagnostic. Aujourd'hui, on va vous dire, oui, il y a eu des fraudes pendant les élections, mais le fond du problème à RDC, c'est pas que ça. Le fond du problème, c'est le processus de balkanisation et d'occupation du pays. Alors, quand on est dans un problème comme celui-là, quand on a identifié le problème comme celui-là, on ne demande pas aux gens d'aller aux élections. On ne parle pas des gens simplement, oui, qu'est-ce que les ONG vont venir faire pour ces femmes-là? On prend le problème à la source, c'est-à-dire qui sont les pays agresseurs, pourquoi ils font ça, et surtout nous, là encore on parle de notre rôle à nous, au niveau de la PARECO, nous prenons la résistance à l'occupation. C'est-à-dire se battre sur le terrain, et c'est pour ça que nous informons nos frères, nous informons nos sœurs, parce que la femme qui est là-bas, on va la sensibiliser à quoi? Elle se fait violer, elle sait ce qu'elle vit. Le docteur Mukwege qui était au forum, qui a décrit... Elle se fait violer, certes, mais oui, je veux dire, elle a des besoins, elle a un quotidien quand même. Oui, mais nous, on ne peut pas être partout. Après, les médecins font ce qu'ils peuvent comme médecins. Nous sommes un mouvement de résistance aujourd'hui, bien que nous avons des visées au niveau politique, etc. Aujourd'hui, nous sommes d'abord dans un mouvement de résistance parce qu'il faut d'abord libérer la RDC de l'occupation et de l'infiltration dont nous souffrons, qui fait que quand on vous dit que notre armée ne fonctionne pas parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les milices à l'Est, le problème qu'il y a, c'est que notre armée est complètement désorganisée parce que nous avons un problème d'infiltration. Très bien. Tout de même, cela ne change rien au quotidien de la bonne femme qui est là, qui a été violée, qui le sera peut-être encore demain. Oui. Elle a des besoins. Madame parlait de mission psychologique, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, ou sociologique. Je veux dire, il y a une réalité qui est là. Certes, et j'entends et je respecte que vous ayez choisi un axe de travail qui est pour vous la résistance. Mais vous entendez son cri et le mien et celui d'autres encore qui dit, certes, il y a une réalité qui est là. Ne restons pas dans du verbiage et tâchons quand même tous autant que nous sommes, d'apporter comme nous pouvons, même avec une adresse parfois, quelques solutions. Nous allons prendre monsieur qui est au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, pardon pour l'attente, nous vous écoutons. Oui, je suis monsieur Zokou, donc je voudrais juste vous poser la question. D'abord, qu'est-ce que c'est que le génocide? Et tout à l'heure, la dame a intervenu, il y a deux mots qu'elle a dit, de case en case. Et ça, il y a des grands Africains qui ont dit ce mot-là, et très souvent on n'en tient pas compte. Babou l'avait dit dans un grand discours, que quand ça attaque le voisin, on pense que ça n'arrivera pas à celui qui est à côté. Et on s'en fout parce que ça ne nous regarde pas. Et à partir de là, je voudrais bien qu'on parle aux Africains de tenir compte que si moi ça m'arrive demain, ça pourrait vous arriver dans le futur. Donc, on doit être unis et défendre nos intérêts que de me laisser guider. Et ma question est que, expliquez-moi qu'est-ce que c'est que le génocide et qui nous apporte ça, parce que l'Afrique ne connaît pas le génocide. Ce n'est pas un mot africain. Et avec quoi on commet ce génocide? Ce sont les armes. Merci, monsieur, pour votre intervention. Alors, je voudrais vous laisser réagir sur ce point-là. Vous avez, je vais le remontrer à la caméra, cet ouvrage, je le disais, publié chez l'Harmattan, Destin guinéen. Vous avez, vous, parlé de charnier. Parleriez-vous de génocide? J'ai fort envie de vous laisser le soin de dire à monsieur qu'est-ce qu'on entend par génocide, sachant que derrière la question qu'il pose, il y a celle qui ne pose pas. En fait, il désigne les coupables présumés en disant génocide, c'est de l'euphémisme en quelque sorte. Bien, je ne voudrais pas me rentrer dans la sémantique du mot génocide, mais tout simplement ce que je voudrais dire, et pour soutenir mes compagnes qui sont sur la table, sur le plateau, que les puissances occidentales se sont levées presque comme un seul homme à cause du terrorisme au Mali. Et parce qu'il y a la crainte que non seulement toute l'Afrique occidentale risquait d'y passer, mais les pays européens seraient envahis également. Donc, la séparation, la balkanisation du Congo est en vérité une action qu'on ne veut pas reconnaître et qu'il faut reconnaître et en même temps, parallèlement, faire en sorte que les sacs vides soient remplis.
C'est pourquoi nous, à notre niveau, sur le plan agricole, nous voulons faire réaliser par les femmes qui sont déjà debout, parce qu'il faut aider ceux qui sont debout. Et au départ, pour pouvoir avoir un mouvement de masse. Et comme le dit si bien l'interlocuteur tout à l'heure, quand une case brûle à côté, il faut s'attendre que la case suivante, voisine risque d'être brûlée. Il faut donc réagir, éteindre le feu ici. Et reconnaître le génocide, reconnaître le fait qu'on est en train pas même de tuer les populations à la base, mais de balkaniser tout un pays, tout un grand pays comme le Congo, c'est dire que cette même balkanisation continuerait à travers jusqu'en Afrique occidentale et ailleurs. Alors que nous sommes des pays qui sont tellement petits, qui sont des micro-États, qui auraient dû plutôt fédérer, comme le Congo et l'Afrique occidentale devraient faire un bloc également pour pouvoir réellement, économiquement, faire face à la mondialisation actuelle. Nous allons prendre Madame en Côte d'Ivoire pour revenir sur notre forum des femmes francophones avant que... Ah, Madame est partie. Avant que nous vous en lisions l'appel, pardon pour l'attente, mais soyez patients le temps que chacun finisse de nous faire partager ce qu'il a à transmettre. Alors, justement, il y a eu ce forum des femmes francophones. Moi, en coulisses, je vous disais, certes, mais il y a eu ce zoom sur un sujet plutôt que le reste des sujets. Quelqu'un a parlé du Mali, je pense que c'est vous tout à l'heure. Dans chaque case, comme disait monsieur au téléphone, on a des cadavres dans chaque placard. Alors, le fait est que, parce que chacun a ses propres misères, malheureusement, qui ne lève plus la tête de son ouvrage pour voir ce qui se passe à côté, je vous ai posé la question en disant qu'est-ce que vous a le plus interpellé, que pensez que vous puissiez, vous étant déjà chargé de ce qui vous préoccupe de manière empirique parce que vous êtes du Congo, comment penseriez-vous pouvoir participer à régler les problèmes, je dis bien participer, non pas apporter une solution toute faite, à des problèmes qui se passent dans tel ou tel pays pour telle ou telle autre femme, véritablement. Est-ce que vous ressentez cette énergie? Est-ce que ce sera un énième plaidoyer que vous allez faire en plus? Est-ce que vous allez... Comment sentez-vous les choses? Parce que la question, c'est peut-être cela. Peut-être que chacun a du lait sur le feu et ne peut plus vraiment voir ce qui se passe à côté. Moi, le mouvement dont je fais partie, au-delà du fait qu'on informe autant que possible, nous, on sait que la solution viendra d'abord de nous-mêmes, des Congolais. C'est, je veux dire, l'occupation, la résistance, elle se nourrit du sang des enfants du pays. De la sueur et du sang des enfants du pays. Donc il faut que nous-mêmes... Que peuvent faire les Congolais, justement, eux-mêmes? Écoutez, nous sommes en France, regardez ce qu'ils ont fait ici, ils ont été dans la même situation. Quand ils ont eu affaire à Hitler, ils ne sont pas allés aux élections avec Hitler, par exemple. Que peuvent faire les Congolais, précisément? Ce que peuvent faire les Congolais, ils doivent se lever pour changer la donne au niveau de rapport des forces sur place. Pardonnez-moi d'insister. Que peuvent faire les Congolais concrètement? Changer la donne, c'est tout et son contraire. Concrètement, à quoi pensez-vous? Organiser une résistance armée sur place. Très bien. Madame à Bourg-en-Bresse, bonjour. Oui, bonjour Lydie, c'est Georgina Bourg-en-Bresse, bonjour les invités. Bonjour. Moi je pense que la question de la guerre au Congo démocratique est arrivée beaucoup trop loin, très très loin, et c'est vraiment dommage parce que on est tous avec moi je suis du Congo-Brazzaville, mais il faut reconnaître que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, hein, elle est très ancienne, et jusqu'à maintenant je pense qu'il a manqué beaucoup de transparence aussi dans la gérance du pays. Il faut reconnaître que la question du politique est très, très difficile à comprendre, il y a souvent des choses qui se passent. Et nos dirigeants africains, jusqu'aujourd'hui, ils ont essayé de gérer ce problème en Afrique entre eux. Ça n'a pas abouti. Je pense qu'à un moment donné, il faut que l'Afrique se rende... Je vais peut-être choquer les gens qui m'écoutent là en ce moment, mais ça mérite d'être dit. Il faut qu'à un moment donné, l'Afrique soit consciente que on ne peut pas... On n'arrive pas à gérer nos problèmes et finalement, il faut demander à la communauté internationale de nous aider parce qu'aujourd'hui, les gens meurent au Congo démocratique parce qu'il y a la guerre. On demande à ce que le génocide soit reconnu. Mais avant que le génocide soit reconnu, il faut d'abord mettre un terme à cette guerre parce que on ne peut pas demander à guérir la maladie si on n'a pas déjà écarté le virus. Il faut déjà que cette guerre soit terminée et après reconnaître le génocide et prendre en charge toutes ces femmes-là qui souffrent. Je pense qu'il faut lancer ce cri d'appel. Il n'y a pas de honte à ça. Regardez ce qui s'est passé au Centrafrique. Les Africains ont essayé de gérer ce problème et il est où, Bouzizi? Le coup d'État est aujourd'hui effectif.
Prenons l'exemple du Mali. C'est peut-être choquant, mais prenons l'exemple du Mali. La France est intervenue. En une semaine, le problème a été réglé. Je pense qu'il faut que la communauté internationale se mêle et puisse venir en aide au Congo démocratique pour que cette guerre s'arrête enfin et après mettre en place les situations, les propositions d'aide pour pouvoir aider cette population qui souffre. Voilà ce que je peux dire, moi, par rapport à cette guerre. Merci, madame, pour votre intervention. Alors, un peu plus de la moitié de cette émission, j'aurais tant voulu, et nous allons quand même tâcher de nous y mettre, en revenir sur ce forum des femmes francophones. Car, je vous le disais, souvent, on a le sentiment, en fonction de l'endroit où on se place, que le débat est confisqué par tel ou tel parti, parce que toutes ces thématiques sont véritablement importantes. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie dans les drames, mais il y a des réalités qui sont là. J'ai entre les mains, Candide Okeke, ce que vous avez bien voulu nous apporter, l'appel des femmes francophones. Je voudrais donner lecture de quelques extraits et vous demander de réagir à cela. La participation, je commence par la fin, sur un pied d'égalité des femmes et des hommes à tous les domaines de la vie économique. Ça va encore. Politique et publique conditionne les aspirations à la démocratie et au développement durable pour lesquels nous, les femmes, nous continuerons de combattre, disent les femmes francophones lors de ce forum. Alors, c'était le 20 mars dernier, précisément. Dans la pratique, là c'est de la théorie, mais dans la pratique, on a entendu que vous êtes ingénieur agronome, que véritablement pouvoir avoir son lopin de terre, avoir des moyens, des ressources pour subvenir à ses besoins, c'est bien, mais dans la pratique, pourquoi tous les hommes n'entendent pas cela de cette oreille, là, cette approche que vous avez de la place des femmes en Afrique aujourd'hui? C'est difficile à répondre parce que finalement, les hommes sont eux-mêmes endormis, ils sont en train de regarder sur leur nombril. Et en vérité, les femmes auraient pu avoir la décision parce qu'à l'intérieur, les femmes se sont, j'ai dit des bourdons, des faux bourdons, si je puis m'exprimer encore ainsi. Ce que je suggère, c'est que les femmes, on les accompagne dès le début à se prendre en charge comme elles l'ont commencé déjà. Elles n'ont pas attendu à ce qu'on vienne les aider. Mais il faut que non seulement qu'on reconnaisse un état de fait, que, comme au Mali, qu'au Congo, qu'on arrête, qu'on cesse de tuer, de découper ce pays, mais que cela ne sera possible que si les organismes internationaux freinent les multinationales qui s'en prennent à nos richesses. Le Congo est malade de ses richesses et cela, ça ne date pas d'hier. Et c'est pourquoi moi je suggère que sur place, sur le terrain, on organise par les femmes elles-mêmes et par votre mouvement des programmes de développement durable avec des groupements féminins. Et en ce moment-là, on résout ces problèmes du ventre. Parce que le ventre vide, je ne vois pas comment on va aller plus loin. Comment on peut en faire entendre raison. Alors, Youyou, je voudrais vous demander de réagir aussi à un autre point de cet appel des femmes francophones, et je vais peut-être réussir avant la fin de cette émission, à vous faire sortir de votre ouvrage, parce que ce que vous dénoncez, c'est ce qui se passe même là sur le plateau. Avez-vous, vous, l'énergie suffisante pour concrètement, et non pas seulement en théorie, être efficace sur des questions autres que celle-là, tout aussi finalement difficile? Nous nous engageons à créer un réseau solidaire de femmes francophones et demandons à l'Organisation internationale de la francophonie d'accompagner son développement. Alors, un réseau, moi je suis sur le mot solidaire des femmes francophones. Chacune a sa marmite sur son feu qui brûle. Comment va-t-on faire pour aller verser de l'eau à l'autre? Voilà. Alors, justement, le mot solidarité est très important. Je vais prendre par exemple l'exemple des tontines. Vous savez ce que c'est qu'une tontine? Oui. Chez nous, en Afrique, on fait beaucoup de tontines. Peut-être que les Occidentaux, les Européens ne voient pas en fait ce que c'est qu'une tontine. Peu importe. Est-ce que c'est grave s'ils ne voient pas? Bon, on peut expliquer. On est là aussi pour expliquer. Oui. La tontine, c'est aussi... Ah, j'ai compris. Pardonnez ma réflexion. Voilà. Vous voulez dire, pour ceux qui nous regardent, je n'avais pas compris cela. Pour ceux qui nous regardent. Hein, la tontine, c'est aussi, comment dire, c'est un système aussi de vases communicants. Ça montre aussi la solidarité. En Afrique ou ailleurs, par exemple, quand quelqu'un meurt, on peut décider, par exemple, que chaque mois, ces femmes qui se réunissent, moi je donne l'exemple de ma mère qui fait partie d'une tontine, chez nous on appelle ça moziki. Chaque mois, chaque femme met une certaine somme qui est prédéfinie, qui est préétablie. On met, je ne sais pas, 100 €, 200 € dans une caisse commune et si on est par exemple 12 ou 13, on dit que en janvier c'est un tel qui va manger la tontine, en février
février, c'est un tel qui va manger. En fait, c'est tout simplement un système d'épargne qui permet aux femmes, parce qu'on pourrait épargner chacun chez soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le système de la case qui brûle et qui peut prendre le feu chez les voisins, etc. On peut épargner chacun chez soi, mais là, on met nos ressources ensemble pour que cette somme-là puisse aider à un moment donné une personne qui récupère sa mise, disons, plus rapidement que si elle épargnait toute seule dans son coin. C'est ça aussi, quelque part, la solidarité africaine qu'on aimerait transmettre dans tous les pays, disons, francophones. C'est cette solidarité entre nous, femmes africaines, que nous avons. Par exemple, quand la maman à côté ou la grand-mère à côté est malade, on va aller aider l'autre femme. Mais ça, les femmes le font déjà. Je veux dire, Est-ce que toutes les femmes le font? Il faut peut-être réapprendre ce que c'est que la solidarité. Tout à l'heure, on disait que on ne s'occupe des problèmes que parce que ça nous arrive. On va commencer à se lever pour les viols parce qu'on est violé ou parce qu'on a quelqu'un de sa famille qui est violé. On va s'occuper de la famine parce que nous-mêmes, on commence à mourir de faim. Tant que nous, on mange, ça va bien pour nous. Eh ben, il faut peut-être réapprendre à ces femmes ce qu'est la solidarité. Et pour réapprendre, il faut aussi, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, parce que tout à l'heure, monsieur disait qu'il fallait que les femmes redeviennent autonomes et qu'on les accompagne, mais oui, ça passe aussi par l'éducation. Est-ce que les femmes en Afrique ont accès à l'éducation, ont un accès, proportionnelle à l'éducation? Est-ce qu'elles ont les mêmes chances d'éducation? Est-ce qu'une fille qui est dans un village où on excise, pardon, quel drôle de lapsus, on excise les gamines, est-ce qu'elle a la même chance d'émerger? Elle a la même chance d'être éduquée, d'accéder à l'éducation qu'un garçon qui a déjà... qui est déjà tout axé là-dessus. Alors, on parle d'égalité de chance. Vous pensez bien que ça n'est pas un 20 mots sur notre plateau. On parle de violences faites aux femmes toute la sainte journée sur ce plateau et tout ce qui s'ensuit. Vraiment, au-delà de la bonne volonté de chacune, au-delà des plaidoyers, comment pensez-vous que la question de la solidarité au sein des femmes de la francophonie, il y a d'autres femmes encore, mais déjà dans ce registre-là, comment pensez-vous, quand elles n'ont pas accès à l'éducation, comme le disait madame, quand elles n'ont pas cette autonomie économique qui leur permet de dire, bon, au mari, tu es bien gentil, garde les enfants, j'arrive, je vais aider une telle parce que sa maison brûle. Quand elles n'ont pas les moyens de leur politique, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on va rester dans des incantations, ne pas pouvoir passer à l'action parce qu'on n'en a pas les moyens, vraiment? Écoutez, je reviens au forum. Ce qui s'est passé dans ce forum, si vous avez vu un peu l'intitulé, etc., on a invité 400 femmes combattantes. C'est-à-dire, ce n'est pas justement les femmes, celles qui ont l'habitude peut-être de rester là quand le feu brûle à côté, elles ne bougent pas. Il n'y a aucune femme qui reste les bras croisés, je n'en connais pas. Non, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'auditrice qui était passée, qui disait oui, mais nous, on est chacun un peu dans le nez dans nos problèmes, quoi. Non, mais je pense, la démarche du forum, en tout cas sur cet aspect-là, j'apprécie, c'est qu'on a pris des femmes qui sont des femmes engagées à la base. Ce sont des femmes qui n'attendent pas qu'on leur demande de faire quelque chose pour se lever. Elles s'engagent d'elles-mêmes. Donc, on a réuni ces femmes-là dans une salle. On leur a posé un certain nombre de problèmes. Regardez, il y a un problème au niveau des violences, il y a un problème... Enfin, on a essayé d'échanger par rapport à ça. Mais il faut dire que le forum, quand on voit la journée du forum, il y a un travail préalable. Il y a des gens qui ont fait venir, enfin, il y a eu des rencontres, des échanges, déjà avec Madame Benguigui et son équipe. Le forum en soi, après l'échange qu'il y a pu avoir avec même le chef de l'État français, etc., tout ça, c'est l'aboutissement de tout un processus. Donc, il ne faut pas s'arrêter juste à dire, oui, voilà, on va peut-être assister à un forum cosmétique. Non, je pense qu'il y a quand même un travail de fond. Ça ne cache rien. Oui, non, mais il y en a qui... Non, mais après, il y a la connotation péjorative. Hein, voilà, donc quelque chose qui n'a pas vraiment de fond. Non, moi, je pense que c'est l'amorce de quelque chose qui peut être intéressant. Et à ce titre-là, voilà. Mais vous savez, il y a eu ce forum-là le 20 mars, donc je rappelle Madame Yamina Benguigui, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargée de la francophonie. Très bien, mais avant cela, il y a un certain nombre de choses qui se font depuis Beijing en 95, je pense bien. Il y a ONU Femmes là, qui a son bureau sous-régional en Afrique de l'Ouest et d'autres initiatives. Il y a vous et toutes les femmes engagées. On se dit, bon, très bien, quand on lit l'appel des femmes francophones, bis repetita, c'est ce que l'on entend. Moi, je suis claire. Oui. Je vous ai dit, et j'aimerais bien qu'on me reteniez. C'est que, en ce qui me concerne, en tant que membre de la PARECO, je dis que la solution viendra d'abord de nous.
Quand on en arrive à ce point-là, j'ai interpellé, il y avait une ministre congolaise qui était là, la ministre en charge du genre, de la famille et de l'enfant. Je l'ai interpellée devant Mme Benguigui et M. Fabius qui étaient là, en lui disant, mais vous vous rendez compte, si les autres sont obligés d'organiser des forums comme ceux-là, mais c'est la preuve même de la défaillance de votre gouvernement, c'est même honteux. Vous arrivez là, en plus, elle vient nous tenir un discours, elle est encore en train de quémander cet esprit de mendicité-là, venir en plus l'exposer devant tout le monde. Non, voilà, ça suffit. Donc nous, aujourd'hui, je dis, il faut qu'il y ait une rupture. Il faut qu'il y ait une rupture dans nos pratiques habituelles qui consistent à regarder le nez dans nos problèmes. Nous allons parler de la rupture. Ce sera après le retour de Madame de Londres. Bonjour. Oui, bonjour Lady. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on veut aider les femmes, il y a déjà les classes sociales dans nos sociétés partout, même ici. Et en Afrique, les classes sociales sont encore plus vraies. Comment vous pouvez me parler de la solidarité quand on parle de tontine? Mais si on n'est pas capable d'apporter sa participation dans la tontine, on ne peut pas faire partie de cette tontine. Il y a des femmes en Afrique qui n'ont rien. Il faut reconnaître quelque chose, c'est que la femme africaine, elle a déjà une activité. Je suis allée à mon village, parce que j'ai pas enterré mon père, je suis allée à mon village à Djebale, j'ai pris la pirogue, je suis allée à Djebale. Et vous voyez ces femmes, elles font des millions dans les bâtons de manioc. Ok? Elles ont déjà une activité. Tout ce qu'on demande, c'est de leur donner un peu d'argent. Les organisations comme les vôtres, vous ne pouvez pas demander aux femmes de faire des tontines qui n'ont même pas déjà l'argent pour commencer. Nous, en Europe, quand on apporte l'aide en Afrique, il faut qu'on vienne avec des fonds où on leur donne... j'ai entendu le mot là tout à l'heure, il est parti. Il faut qu'on vienne avec les fonds pour les aider. D'accord? Et quand on parle des francophones, nous les francophones, on dort. Les femmes du Kenya et tout ça partout là, même en Inde, il y a des microcrédits. Hein? Pourquoi quand la francophonie doit s'asseoir à faire des choses, elle ne pense pas bien? Je vais vous dire, hein, quand vous faites vos activités, il faut aller sur le terrain. Il ne faut pas s'asseoir avec les femmes de Paris qui ont l'assistance sociale. Hein? Je suis allée dans mon village. Avant d'aller à mon village, j'ai vu une femme qui avait un truc à son nez. Je me suis rendu compte que quelqu'un lui avait cassé la gueule. Et j'ai rigolé comme ça en disant que ça se passe encore comme ça ici, de casser les nez aux gens. Et quand je suis arrivée au village, j'ai vu la même femme avec sa bande collante sur son nez. J'ai dit, moi je vais revenir ici. Hein. Ces hommes-là qui vous cassent les nez comme ça, je vais revenir leur dire qu'on ne fait pas ça. Hein. Merci. Merci à vous. Alors, justement, on parle de solutions concrètes. Hein. Pour le temps qui nous reste, nous allons tâcher quand même d'aborder cela. De solutions concrètes, parce que toutes les théories sont bonnes, toutes les initiatives sont bonnes à prendre, les plaidoyers ont leur place, mais la réalité est quand même que le temps passe, comme l'heure qui tourne pendant que nous parlons, là, depuis le temps que nous avons commencé, il y a des femmes pour lesquelles la situation s'est tout simplement aggravée. Si au lieu de parler, nous avions pu remplir, je ne sais pas, faire une quête, aller voir une petite quête là dans notre calebasse électronique, pour pouvoir apporter une solution concrète à une femme, deux femmes, trois femmes, peut-être que nous serions en train d'avancer. Je voudrais, Monsieur Touré, vous qui êtes ingénieur agronome, qui savez quelle est la place de l'agriculture, en tout cas dans les zones rurales, et de l'agriculture dans les zones rurales. On peut passer, si c'est de l'agriculture intensive, à beaucoup d'argent, et ainsi de suite, passer à l'international. On en est quand même loin de cette réalité-là pour les femmes aujourd'hui. Absolument, et c'est pourquoi nous pensons qu'effectivement, il faut apporter quelque chose, comme l'a dit l'interlocutrice de Londres, il faut des microcrédits, mais ce n'est pas des microcrédits à paternalistes, mais des fonds qui permettent de réaliser des actions concrètes dans le développement durable au niveau de ces groupements féminins qui se sont déjà constitués, qui n'ont pas entendu qu'on vienne, qui ont besoin d'une assistance, je dirais un peu financière, parce que les nerfs de la guerre restent l'argent, mais qui sont accompagnés sur le plan technique, sur le plan juridique, sur le plan même spirituel. Et en ce moment-là, ces femmes qui ont de quoi remplir leur escarcelle puissent avoir le temps de regarder par le système de télécommunications actuelles, de la vidéo, l'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale, et apprendre à être des vraies citoyennes. Donc cela leur donne, avec un travail dans l'agroalimentaire, on ne produit pas pour envoyer des agrocarburants, mais plutôt pour remplir les ventres,
en ce moment-là, ces femmes auront le temps de se prendre en main et de dire non encore. Le mot non est là. Ah, le mot non dans la bouche des femmes, qu'est-ce qui fait mal aux oreilles des hommes et aux oreilles du monde parfois. Alors, vous avez dit quelque chose quand même, pas des microcrédits paternalistes. En fait, ce qui fait que le crédit est paternaliste parce qu'il est micro et nous attendons des macro-crédits pour les femmes. Vous aviez l'air d'accord dessus. Je vous laisse finir un peu moins d'une minute et ensuite ce sera à vous. Je voudrais rebondir sur ce que et finir surtout. Oui, surtout la téléspectatrice a dit. Elle attend qu'on nous apporte, c'est ça de l'argent. Quand je parlais de tontine tout à l'heure, j'ai donné un exemple. C'est un exemple de solidarité. Je n'ai pas dit que toutes les femmes avaient les moyens, les capacités d'organiser des tontines. La tontine, ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être autre chose. C'est la mise en commun. C'est la mise en commun de biens de chacun des associations. C'est une association, ça peut être des vêtements, ça peut être de la nourriture, ça peut être chacun ramène son grain de riz pour faire bouillir la marmite. Et ce que je voudrais dire, il faudrait, ce que monsieur a dit, il faudrait sortir de ce système d'assistanat. Elle attend qu'on nous ramène de l'argent alors que nos pays sont riches. Non, attendez, on ramène, c'est mettre en place des dispositifs qui permettent aux femmes d'être financièrement autonomes. Si j'ai bien entendu ce qu'elle a dit, c'est que ces femmes ont besoin d'argent. On a besoin qu'on nous... c'est ce qui me semble qu'elle avait dit, qu'on a besoin qu'on nous donne de l'argent. Moi, j'ai compris qu'on mette à disposition de toutes les femmes les moyens de pouvoir être autonomes. D'où viendra cet argent? Est-ce que ça va venir encore de l'Occident, où l'Afrique va encore s'endetter, ou bien ça va venir de nos pays à nous, qui sont riches? Vous savez, l'argent, vous mettez 1000 francs dans les mains d'une femme, elle ne voudrait pas savoir d'où vient cet argent. Nos pays sont riches, mais ce sont nos dirigeants vous allez devoir finir. Il ne reste plus qu'une seule minute. Alors, vous allez finir non pas sur le Congo seulement, car vous avez pris la peine d'assister au Forum des femmes francophones, le clivage anglophone-francophone. Êtes-vous d'accord avec l'avancée que madame a dénoncé sur... Sûrement que ces femmes anglophones se prennent peut-être plus en charge. Oui. Parce qu'il faut savoir, quelqu'un peut vouloir vous aider, mais si vous lui dites pas ce dont vous avez besoin, si vous revendiquez, vous savez pas revendiquer. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut prévoir beaucoup de solutions pour nous aider, mais tant qu'il y aura des gens qui joueront au pyromane, vous pouvez, voilà, des pompiers, mais tout ça, c'est qu'il y en aura toujours. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette discussion. À vous qui êtes fidèles à nos programmes. Rendez-vous dans notre émission de demain. Et d'ici là, très bon courage à toutes les femmes surtout et aux hommes quand même. Au revoir.